Merci beaucoup, Michel, pour cette gentille introduction. Je remercie les instances de la Société de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être ici. D'autant plus que je suis habitué de discuter de ce topo-là habituellement chez des gens qui sont spécialistes en maladies valvulaires. Puis vous allez voir, bien, ça touche beaucoup l'insuffisance cardiaque, finalement. Puis d'avoir une discussion sous un autre point de vue, ça risque de peut-être d'être intéressant à la fin. Alors, je suis sûrement intéressé sur certains points d'avoir vos avis. Alors, ça va peut-être vous surprendre parce que quand on parle de sténose aortique à bas débit, on est habitué à une entité, mais il y a effectivement maintenant deux entités. Soit la sténose aortique sévère paradoxale avec bas débit, bas gradient, malgré fraction d'éjection préservée, c'est ce qui est nouveau. Et ça représente 25 à 35 des cas. Alors que l'entité numéro 2, c'est la sténose aortique sévère avec bas débit, bas gradient, fraction d'éjection diminuée. C'est ça à quoi on était habitué avant. Et je suis sûr que quand les gens ont vu le titre de la présentation, ils pensaient que j'allais uniquement parler de ce groupe de patients-là. Et de fait, ceux-là représentent environ 5 à 10 des patients, alors que le groupe 1 est beaucoup plus important. En fait, la sténose aortique paradoxale à bas débit malgré fraction d'éjection préservée, c'est une entité qui a été, que nous avons décrite en fait récemment, en 2007 pour la première fois, et qui maintenant est de plus en plus acceptée comme étant une entité parce que tout le monde dit « Ah ben oui, on en avait de ces patients-là dans notre clientèle, puis on ne savait pas quoi faire avec. » Alors, c'est très intéressant. Toute l'histoire n'est pas encore dite au complet, mais tranquillement, on s'achemine vers de plus en plus de connaissances chez ces groupes de patients-là. Alors, quoi de mieux pour illustrer le concept de cette sténose aortique paradoxale à bas débit que de présenter un cas clinique? Alors, il s'agit d'un homme de 57 ans qui est référé pour souffle systolique et angine d'apparition récente. Sur l'écho de repos, il y a des gradients maximum à 32 et moyen à 18 mm de mercure. Une aire valvulaire aortique à 1,2 cm², ce qui, en termes bruts, est une sténose aortique modérée. Mais le monsieur a 2,2 m² de surface corporelle. Alors, l'aire valvulaire indexée, qui est à 0,54 cm² par mètre carré, elle suggère une sténose aortique sévère. Et il y a de fait de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Il subit à ce moment-là un éco-stress sur le protocole de Bruce. Il présente une angine typique avec douleur sévère à 3 minutes, un ECG fortement positif, une cinétique ventriculaire gauche normale et au repos et à l'effort. La tension artérielle au repos est à 118 sur 69 et à l'effort 160 sur 95. Évidemment, on pense à une maladie coronarienne sévère chez lui. On se dit, ben, il n'y a pas des gros gradients, c'est l'aire indexée qui est plus basse, mais bon, en tout cas, il faut aller au CAT. Le patient est fortement symptomatique. Et au CAT, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, vous avez ici la courbe de pression entre le ventricule gauche et l'aorte. La pression systolique du ventricule gauche est à 170 mm de mercure. Chose à noter, c'est que la pression télédiastolique est à 22 mm de mercure. La tension artérielle centrale est à 150 sur 76, ce qui nous donne un gradient pic à pic de 20 mm de mercure. L'aire valvulaire est à 1 cm², indexé à 0,45 cm² par mètre carré, ce qui est compatible avec l'écho. Et à la coronaro, on a une sténose seulement une sténose de 25 sur l'UVA distal. Alors, parce qu'on pense que le patient n'a pas une sténose aortique sévère et qu'on ne trouve pas de maladie coronarienne sévère, bon, on se dit on va le libérer avec un traitement médical parce qu'on ne voit pas à ce moment-là qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec ce patient. Le patient est revu un an plus tard, c'est alors que moi je le revois en labo d'écho. Il a continué à être symptomatique tout ce temps-là. Il n'a pas été du tout soulagé par la médication. Il demeurait invalide, absent du travail. Et à l'écho, ce qu'on constate comme la première fois, c'est une valve aortique qui est fortement calcifiée. Un petit ventricule gauche et des parois ventriculaires gauches qui sont épaissies, de telle sorte qu'on voit ici des parois à 12 mm pour un ventricule à 43, qui est en faveur d'une hypertrophie concentrique vraiment marquée. Et de plus, ce qui est à noter, c'est que les volumes télédiastoliques sont petits. Entre autres, le volume télédiastolique ventriculaire gauche indexé est à 38 mm de mercure par mètre carré, avec la normale se situe entre 35 et 75 millilitres par mètre carré, donc à la limite inférieure de la normale. Et lorsqu'on fait le Doppler, ben, on va retrouver une fraction d'éjection qui est à 78 %, un volume d'éjection indexé qui est à 30 millilitres par mètre carré,
alors que la limite inférieure de la normale est à 35 millilitres par mètre carré. Ce patient-là est en bas débit. Et de fait, il est en bas débit, ça explique probablement ses bas gradients, parce que vous voyez ici qu'encore une fois, il y a un gradient maximum à 38, un gradient moyen à 22, et une aire valvulaire indexée brute à 0,99 et indexée à 0,45. Alors, donc, sténose aortique sévère sur la base de l'aire valvulaire, gradients qui sont diminués, mais qui peuvent s'expliquer par un débit qui est diminué. On retourne le patient au cathétérisme cardiaque, mais cette fois-là, c'est moi qui sonne la cloche d'alarme, puis je leur dis, ce patient-là, on venait de publier notre étude, quelques années auparavant, notre étude sur la sténose aortique paradoxale, puis je leur dis, je suis convaincu qu'il y a une sténose aortique paradoxale, il faut que vous l'opériez, mais on va l'envoyer au caté quand même pour voir s'il s'est développé des sténoses coronariennes. Alors, au caté, essentiellement, les mêmes trouvailles que la première fois, sauf que la pression télédiastolique ventriculaire gauche a augmenté à 35 mm de mercure. Le gradient pic à pic à 25 mm de mercure. L'aire valvulaire brute est à 0,95 et indexé à 0,42, très près de ce qu'on avait au cathétérisme. Et la coronarographie est inchangée. Le patient est envoyé à l'intervention pour un remplacement valvulaire aortique qu'il subit sans problème. Et par la suite, il évolue très bien et n'a plus de récidive de symptômes d'angine qu'il avait expérimenté pendant 2 ans. Alors, comment on explique cette sténose aortique à bas débit? Parce que c'est effectivement de ça qu'on parle. Bien, vous avez une sténose aortique ici qu'on va appeler à débit normal, où vous voyez qu'on a une hypertrophie des parois ventriculaires gauches, un volume télédiastolique à 115 mm, une fraction d'éjection à 60 %, et ce qui va nous donner un volume d'éjection à 70 millilitres. Lorsqu'on a une hypertrophie concentrique plus marquée du ventricule gauche, c'est effectivement ce qu'on retrouve chez ces patients-là, l'épaississement des parois va faire en sorte que la cavité ventriculaire va diminuer, va devenir petite, et de telle sorte que le volume télédiastolique qui était à 115 ici est maintenant de 85 millilitres. On a la même fraction d'éjection, mais le volume d'éjection est diminué à 50 au lieu d'être à 70. Donc, on a un bas débit, ce qui rejoint la définition d'une insuffisance cardiaque, parce que j'ai toujours appris, moi, que l'insuffisance cardiaque, c'était du bas débit. Mais ici, ce n'est pas un problème d'éjection ou de vidange, on a une très bonne fraction d'éjection, c'est un problème de remplissage qu'on a, en fait, c'est une cardiopathie restrictive, mais induite par la poche-charge, par la sténose aortique, et du fait qu'on a un bas débit, bien, ceci va avoir tendance à diminuer les gradients. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans notre étude. On avait 512 patients, dont 35 avaient un bas débit. Alors, on a séparé les patients entre ceux qui avaient un bas débit, c'est-à-dire un volume d'éjection indexé en bas de 35 mm et au-dessus de 35 mm. Alors, vous avez ici les caractéristiques des patients à bas débit. Je ne vois pas très bien d'ici, mais vous noterez que les patients à bas débit ont une sténose aortique plus sévère, les aires valvulaires sont plus petites, mais des gradients plus petits. Alors, c'est exactement le phénomène que je viens de vous décrire. Ça semble incongru, c'est plus sévère, mais il y a moins de gradients. Donc, c'est vraiment très paradoxal. L'autre chose qu'il faut noter, c'est ces gens-là, et je vais revenir sur ce paramètre-là plus tard, mais disons pour le moment que ce qu'on appelle l'impédance valvulo-artérielle calcule la poche-charge, nous donne une idée de la poche-charge globale du ventricule, y inclut la tension artérielle périphérique. Et ce qu'on voit, c'est que proportionnellement, cette impédance valvulo-artérielle est beaucoup plus augmentée chez les patients à bas débit que les indices de sévérité de sténose aortique, du fait que plusieurs de ces patients-là ont une compliance artérielle diminuée, ont souvent de l'hypertension systolique, qui peut néanmoins être pseudo-normalisée lorsqu'on tombe vraiment en bas débit marqué. Mais ces gens-là ont non seulement un problème au niveau de leur valve aortique, ils ont un problème au niveau de leur aorte. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus chez les gens âgés. Je veux dire, on voit des patients, alors qu'auparavant, chez les jeunes patients, l'atteinte se limitait au niveau de la valve. On voit maintenant des gens qui ont des aortes et des artères plus rigides, qui vont donner de l'hypertension, surtout systolique. Puis souvent, ils auront également une maladie coronarienne qui va affecter le ventricule. Donc, on a une triade. C'est un continuum d'une maladie qui a plusieurs facettes maintenant, alors qu'on a toujours eu tendance à raisonner en termes d'une maladie isolée avec un ventricule normal et des artères normales. Et ce qu'on a regardé dans cette étude-là, ce qui a convaincu évidemment
les reviewers de la publier, c'est le pronostic, l'outcome de ces patients-là. Alors, en jaune, ce que vous avez, c'est les patients à débit normal et en rouge, les patients à bas débit. Première constatation, les patients en jaune qui peuvent être considérés comme les sténoses aortiques sévères classiques ont un taux d'opération beaucoup plus élevé, de 65 que les patients à bas débit qui ont seulement 47 de taux d'opération. On n'a pas pu retourner en arrière, parce que c'est une étude rétrospective, savoir qu'est-ce qui a fait que les patients soient opérés dans un cas ou dans l'autre. Évidemment, il faut dire ici, vous dites, bien, pourquoi il n'y aura pas 100 ici? Bien, c'est une population dont certaines personnes sont âgées, puis il y avait peut-être des comorbidités ou d'autres raisons. Mais d'expérience clinique, pour en avoir discuté avec des collègues, puis tout ça, ce qu'on soupçonne fortement ici, c'est que du fait que ces patients-là ont des bas gradients, bien, les gens hésitent à les référer pour chirurgie. En voyant un patient en chirurgie, j'ai rencontré Michel Lemieux tantôt, il avait envoyé, il y a 15 ans, un patient en chirurgie avec un gradient à 20 mm de mercure pour un emplacement pour une sténose aortique, il m'aurait dit que c'était complètement sonné. Alors, je pense qu'ici, c'est ce qui fait que ces patients-là sont envoyés beaucoup moins souvent à la chirurgie. Si on regarde maintenant la mortalité, bien, on voit que les deux groupes évoluent très bien lorsqu'ils sont opérés, mais lorsqu'ils ne sont pas opérés, eh bien évidemment, on a une courbe de mortalité qui est fortement différente et diminuée de façon très significative. Et ce sont en fait les patients qui ont un débit paradoxal qui ont la moins bonne courbe de mortalité. Ici, c'est une étude qui est parue subséquemment dans l'Annals of Thoracic Surgery par un autre groupe, où ils ont regardé les sténoses aortiques à bas débit avec fraction d'éjection normale et fraction d'éjection anormale. Ils n'ont pas divisé en fonction du débit, mais en fonction de ces critères-ci, c'est-à-dire sténose aortique sévère, gradient en bas de 30 mm de mercure et fraction d'éjection au-dessus de 50. Ils ont regardé les patients qui avaient été opérés et ceux qui n'avaient pas été opérés. Ils ont retrouvé une différence énorme. Et vous voyez qu'avec cette définition-là, gradient en bas de 30 mm, beaucoup moins de patients sont opérés que ceux qui ont été opérés, alors qu'on pense maintenant, évidemment, que ces patients-là devraient être opérés. Et vous voyez la courbe qui est vraiment catastrophique.